Bonjour à tous et donc bienvenue dans cette nouvelle formation organisée par Victron Énergie Afrique. Donc aujourd'hui, on va traiter à nouveau de ISS et on va on va rentrer dans les détails et voir comment on peut faire des installations avancées d'un niveau avancé avec cette solution. Donc, nous serons 3 personnes aujourd'hui avec vous. Donc, moi-même, Johan Le Foll, responsable Afrique de l'Ouest et centrale chez Victron Énergie, et mes collègues, donc Clément Joulin, responsable Sénégal et Guinée et Mauritanie, et Anko, qui est ingénieur support en Afrique de l'Ouest. Donc, je vous laisse aussi dire bonjour. Bonjour tout le monde, et très heureux d'être là ce matin pour ce webinaire. Je ne sais pas si Anko nous entend. En tout cas, il est là. Bonjour. Voilà. Oui, bonjour. Merci. On est là. Voilà. On est content d'avoir Anko avec nous aujourd'hui. Anko est souvent sur la route d'une installation à l'autre, entre le Mali, le Sénégal, la Guinée, etc. Donc c'est chouette de l'avoir aujourd'hui avec nous. Donc l'agenda de cette formation, donc on commencera par un petit rappel, mais très bref, sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Ensuite, on ira voir d'autres fonctionnements, d'autres modèles d'utilisation avec USS. On verra comment configurer ces solutions. On parlera un peu de design aussi, notamment de dimension des systèmes, et ensuite on conclura. Donc, petit rappel par rapport à la semaine dernière, on avait détaillé le fonctionnement de ISS, notamment dans des installations AC classiques, que ce soit en couplage AC ou en couplage DC. On avait expliqué que dans une installation ISS, le relais sur l'entrée AC du multiplus est principalement fermé, à part en cas de coupure sur le réseau, et que c'est l'appareil GX, donc en l'occurrence ici le servo GX, qui contrôle l'installation. Ce qui en fait deux différences majeures avec les installations qui sont configurées en virtual switch que vous devez connaître aussi. Un certain nombre de paramètres sont intéressants lorsqu'on utilise ISS, c'est les fonctions battery life par exemple et dynamic cutoff qu'on avait détaillé la semaine dernière, la possibilité de changer un certain nombre de paramètres via remote console. Et quand on est dans une installation en couplage AC, notamment avec des convertisseurs PV de type Fronius, ABB ou SolarEdge, on va avoir la possibilité de faire du zéro feed-in et donc de contrôler la production du convertisseur PV pour éviter la réinjection. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a vues un peu plus en détail la semaine dernière. Et donc cette semaine, on va aller un peu plus loin et évoquer les fonctionnements avancés, notamment avec l'utilisation de compteurs d'énergie. Je vais y revenir tout de suite. Avant de faire ça, ce que vous trouvez sous les yeux, donc c'est une installation solaire classique en injection, où on aurait uniquement un champ solaire et un convertisseur PV, qui permettrait d'alimenter les charges lorsqu'elles sont allumées et d'injecter éventuellement le surplus vers le réseau. Donc, on est dans une installation vraiment classique en injection avec seulement un convertisseur PV et pas de stockage. Le désavantage ou les désavantages de ce type d'installation, c'est que s'il y a coupure sur le réseau, l'ensemble du système s'arrête et les charges ne sont pas sauvées. Pourquoi ? Parce que le convertisseur PV n'est pas un générateur de tension, il a besoin de voir tension et fréquence à ses bornes pour pouvoir produire, et donc en cas de coupure sur le réseau, il va s'arrêter. L'autre désavantage de ce type de solution, c'est que si on est sur un site où la consommation des charges se fait principalement le matin, le soir et la nuit, la production solaire risque de ne pas rencontrer la charge, c'est-à-dire qu'une bonne partie de la production, si elle ne peut pas être vendue sur le réseau, sera tout simplement perdue, puisqu'elle n'aura pas de charge à alimenter. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque très régulièrement sur les installations résidentielles, notamment,
où en fait l'installation d'un convertisseur PV et d'un champ solaire a assez peu d'impact sur la facture d'énergie, sur la facture d'électricité du client, tout simplement puisqu'on a ce découplage entre le moment où la consommation est élevée et le moment où la production solaire est élevée. Et donc, une solution que Victron vous offre dans ce cas de figure, c'est de tout simplement rajouter du stockage à votre système et on peut le faire d'une manière simplifiée et un peu détournée en rajoutant 3 composants qui sont un compteur d'énergie. On va y revenir sur les types de compteurs d'énergie qui peuvent être utilisés tout à l'heure. Un multiplus ou un quattro, donc un convertisseur chargeur Victron, un banc de batterie et un servo GX. En faisant ce type d'installation, déjà on remarque que le convertisseur chargeur est connecté au reste du système par son entrée AC. Et l'idée d'ajouter le compteur numérique sur cette installation, c'est de pouvoir déporter la mesure du courant consommé par les charges. On l'a vu la semaine dernière, lorsqu'on fait un système en ISS, c'est la sonde de courant sur l'entrée AC du multiplus qui va mesurer la consommation des charges et le cerveau va contrôler le convertisseur chargeur pour qu'il puisse fournir et couvrir au maximum la demande des charges. L'idée ici est similaire, sauf qu'au lieu de mesurer la consommation des charges sur l'entrée AC du multiplus, on déporte cette mesure en amont dans l'installation, ce qui va nous permettre en fait d'avoir un multiplus qui est installé en parallèle par rapport aux charges. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le convertisseur PV qui va alimenter les charges en journée. S'il y a de l'excès, à ce moment-là, le compteur mesure un courant qui va vers le réseau, en informe le servo GX, et le servo GX va contrôler ou commander au multiplus de charger les batteries. Donc, l'excès de production du convertisseur PV va passer par l'entrée AC du multiplus et charger les batteries. Et donc, cet excès de production va pouvoir ensuite être déchargé et va permettre d'alimenter les charges plus tard dans la journée lorsque la production solaire est plus faible ou nulle. Ce qu'il y a de spécifique dans cette installation, c'est qu'on n'a pas le convertisseur PV sur la sortie AC du multiplus, mais bien sur l'entrée AC. Donc, on va pouvoir en fait éviter la règle du facteur 1 que vous connaissez peut-être, qui est que lorsque le convertisseur PV est connecté sur la sortie AC du convertisseur chargeur, la puissance du convertisseur PV doit être inférieure ou égale à la puissance du convertisseur du multiplus ou du quattro. Là, on peut dépasser cette règle-là, puisque le convertisseur PV est connecté sur l'entrée AC du multiplus. Et donc, vous pouvez très bien avoir, par exemple, un convertisseur PV de 30 kW sur un multiplus de 5 kVA. Évidemment, la puissance ou l'énergie que vous allez stocker dépend de la taille du multiplus et de la taille de votre banc de batterie. Et donc, l'énergie que vous allez pouvoir restituer en soirée et plus tard dans la journée dépend de la dimension de votre système de stockage. Clément, tu voulais peut-être ajouter à mon explication? Oui, je pense que c'est assez clair. En fait, on est un petit peu comme une configuration, en fait, ce qu'on a l'habitude de trouver en couplage AC. Sauf que là, c'est une manière différente de le faire via l'architecture ESS. Et en fait, la communication entre le système Victron et l'onduleur photovoltaïque se fait en mode bus. Et donc, il y a un système de zéro feed-in ou de zéro injection qui permet de contrôler la puissance qui est générée. Là, en l'occurrence, c'est un onduleur Fronius sur le schéma. Et ça permet d'implémenter cette fonction de stockage du surplus de production solaire et de la restituer le soir. Voilà. Très bien. Et donc, ce qu'on peut dire aussi, peut-être, c'est que ça va nous permettre aussi en soirée notamment ou à d'autres moments de la journée, de faire du peak shaving, c'est-à-dire de diminuer la puissance maximum demandée sur le réseau, puisque on va pouvoir utiliser le convertisseur
et coupler la production du convertisseur avec la consommation sur le réseau pour alimenter les charges. Voilà. Et puis aussi, on peut avoir du coup, comme tu l'as dit, on peut avoir un multiplus ou un quattro qui est plus petit que le convertisseur. Et donc, ça peut permettre de juste stocker une partie de l'énergie et ça donne plus de flexibilité au système. Si on veut aussi le soir, on peut limiter la puissance qui est renvoyée sur la sortie AC-in du convertisseur. On peut avec les réglages ESS. Donc ça peut permettre soit on peut décharger la batterie doucement toute la nuit, ou alors on peut la décharger rapidement juste en début de soirée, par exemple si on a des heures de pointe. Mais ça permet d'avoir par exemple une grosse installation photovoltaïque avec un gros onduleur PV et une installation de stockage qui est plus petite et qui peut même évoluer dans le temps après en mettant des unités en parallèle et en augmentant le stockage de batteries lithium. Oui, exactement. Une autre chose qu'on n'a pas évoquée, c'est que du coup aussi, il n'y a pas forcément de corrélation entre la puissance demandée par les charges et la puissance du multiplus. Comme on est connecté sur l'entrée AC, vous pouvez avoir 30 kW de charge et 5 kW de multiplus. Donc, si les charges demandent 30 kW, on va pouvoir injecter le convertisseur, on va pouvoir fournir 5 kW. Et donc, sur le réseau, on va avoir, les charges vont être couvertes en partie par le réseau et en partie par le multiplus. C'est-à-dire que sur les 30 kW, il va y avoir 25 kW qui vont être couvertes par le réseau ou éventuellement, je parle en soirée là, dans le cas où le convertisseur serait éteint, et puis 5 kW qui seraient alimentés par le multiplus. Donc, on peut avoir, c'est pas comme si les charges étaient sur AC out, on peut avoir encore une fois, un découplage entre la puissance du multiplus et la puissance demandée par les charges. Ce qui m'entraîne à dire aussi que dans ce cas de figure, et c'est ce que j'ai essayé d'illustrer ici, si vous avez une coupure sur le réseau, évidemment, l'ensemble de ces charges sont aussi coupées, puisque le multiplus ne va pas être capable de les alimenter si on a ce délestage ou cette coupure sur le réseau. Ce qui m'amène en fait à la prochaine configuration où justement on peut décider d'avoir des charges prioritaires qui vont être installées sur la sortie AC du multiplus. Et dans ce cas, on conserve les avantages de l'installation du design précédent, tout en se laissant la possibilité de sauver des charges en cas de coupure. Et donc là, la logique est tout simplement d'installer ces charges sur la sortie AC du multiplus. Évidemment, comme on est sur la sortie AC du multiplus, il faut que la puissance du multiplus et du banc de batterie et du reste de l'installation d'ailleurs, soit suffisamment importante pour pouvoir alimenter ces charges. Voilà. Donc ça, c'est une autre possibilité avec, là, on a un système avec backup. On peut continuer comme ça. Dans cette configuration, on peut très bien aussi décider d'ajouter, par exemple, un régulateur de charge. L'avantage de ce régulateur de charge, ça va être d'avoir une charge plus optimale du banc de batterie, puisque charger les batteries à partir du convertisseur PV entraîne des pertes qui peuvent être importantes, puisqu'on a une perte dans la conversion DC-AC au niveau du convertisseur PV, puis dans la conversion AC-DC pour charger les batteries, et de nouveau DC-AC pour réinjecter l'énergie vers les charges secondaires ou les charges prioritaires. Si on rajoute un régulateur de charge MPPT, à ce moment-là, la production d'énergie qui serait dédiée ou qui serait restituée en cas de coupure ou pendant la nuit serait gérée de manière optimale et plus efficace. Donc vous pouvez très bien coupler additionner les deux types de couplage pour du coup optimiser le fonctionnement de l'installation. Clément, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Juste pour préciser que quand on est dans cette configuration avec le AC-in qui est utilisé et le AC-out, quand le système ESS quand le réseau est présent,
En fait, le système Victron ESS ne fait pas vraiment la distinction entre AC in et AC out. Donc pour lui, c'est le bus AC. Et en fait, il va réinjecter la puissance sur ce bus et une partie va aller sur le AC out et une autre partie va aller sur le AC in. Donc si par exemple on a un multiplus de 5 kVA et qu'on le laisse donner la puissance maximale, il va envoyer 5 kW. Si par exemple il y a 2 kW qui sont appelés sur les charges prioritaires et 3 kW sur les charges secondaires, les puissances vont se répartir. Si à un moment les charges secondaires augmentent à 10 kW, à ce moment-là, le complément viendra du réseau, le multiplus continuera à donner 5 kW. Si à un moment, par exemple, les charges diminuent et on passe sous la barre des 5 kW, par exemple 3 kW, le multiplus va s'ajuster puisqu'il n'a pas le droit de réinjecter de l'énergie dans le réseau. Donc, c'est là que le compteur joue son rôle. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut paramétrer dans les réglages ESS la puissance du multiplus. Donc, si par exemple, on l'a limité à 2000 watts, il ne pourra pas dépasser 2000 watts. Donc, si les charges prioritaires dépassent 3000 watts, il y aura une partie d'énergie du réseau qui va passer à travers le multiplus et qui va compléter les 1 kW qui manquent. Alors, je ne sais pas si c'est bien clair tout ce que j'ai expliqué, mais c'est un peu ça le principe. Et après, quand le réseau est coupé, là, on repasse sur un système off-grid autonome classique où le multiplus prend en charge à 100% sur batterie les charges prioritaires et les charges secondaires, elles sont éteintes. Et évidemment, l'onduleur, dans ce cas-là, l'onduleur PV lui aussi est éteint puisqu'il est connecté directement sur le réseau. Ouais, merci Clément. Exactement. En fait, la logique reste la même. En fait, la consommation d'énergie, elle est mesurée. La consommation est mesurée au niveau du compteur numérique. Donc, si on demande, par exemple, au total 20 kW et que le multiplus peut produire 5 kW, il produira autant que possible pour justement diminuer ici la demande sur le compteur et tomber à 15 kW au lieu de 20 kW. Donc voilà, c'est vraiment cette relation entre la mesure sur le compteur ici en amont et le cerveau GX qui va assurer le fonctionnement du système. Tout ce qu'on a expliqué la semaine dernière sur le fonctionnement de l'ISS reste le même, hein, c'est-à-dire qu'on a une SOC minimum qui, si on atteint cette SOC, on va arrêter d'utiliser les batteries. Ce qu'on a expliqué sur battery life, etc., dynamic cutoff, dans tout ce qu'on vient de présenter, reste présent et s'applique aussi. Voilà ce qu'on peut dire. On peut continuer sur les configurations possibles, hein, c'est quasiment infini. Au lieu d'avoir le convertisseur PV sur les charges secondaires, donc en parallèle du multiplus, et en parallèle de notre système avec stockage, on peut, ou sur l'entrée AC, au lieu d'avoir le convertisseur PV sur l'entrée AC, on peut aussi le mettre sur la sortie AC. Et à ce moment-là, l'avantage, c'est que si on a coupure sur le réseau et que le relais sur l'entrée AC s'ouvre, le convertisseur PV va pouvoir continuer de fonctionner puisque le multiplus va fournir tension-fréquence sur sa sortie AC, et donc le convertisseur PV va pouvoir produire. L'inconvénient, c'est que la règle du facteur 1 s'applique dans ce cas de figure puisque il faut nécessairement que la puissance du convertisseur PV soit inférieure ou égale à la puissance du ou des convertisseurs chargeurs. Donc voilà, dans ce cas de figure aussi, si on a un excès de production, alors il va servir à charger les batteries, éventuellement alimenter, s'il y a encore du surplus, les charges secondaires. Donc on va vraiment avoir la puissance qui va aller jusqu'aux charges secondaires. Et si on le souhaite, et si on n'a pas activé le zéro feed-in, on va pouvoir, et si on a activé l'injection, voilà, on va pouvoir réinjecter le surplus restant vers le réseau, sachant qu'on l'avait dit la semaine dernière, c'est quelque chose qui est très rarement fait en Afrique, puisqu'on a très peu de pays avec un tarif de rachat. Voilà, une autre forme d'installation qu'on peut faire, c'est rester sur un couplage DC classique. Donc, comme on l'a vu la semaine dernière, hein, sauf qu'on rajoute du coup un compteur numérique en amont d'autres charges, des charges secondaires. Et l'avantage de faire ce type de solution, de rajouter ce compteur numérique, c'est de pouvoir réinjecter un éventuel surplus
vers ces charges secondaires et donc permettre d'avoir une autoconsommation sur ces charges secondaires sans devoir dimensionner le multiplus et le banc de batterie ou le champ solaire en fonction de ces charges secondaires. C'est un exemple que j'aime bien, notamment pour beaucoup d'entre vous font des installations chez par exemple chez des clients qui ont des revenus élevés, donc ont des villas, des maisons assez cossues, et donc ce qu'ils souhaitent, c'est avant tout un système de backup en cas de coupure. Donc vous pouvez faire votre installation Victron classique pour assurer le secours sur les charges prioritaires. Et puis, pour pouvoir utiliser l'éventuel excédent d'énergie disponible, vous rajoutez un compteur numérique vraiment en amont du tableau de distribution, ce qui permettra d'alimenter même les charges les plus lourdes en cas de disponibilité. Et ça vous évite de devoir faire forcément une installation qui serait très coûteuse avec un énorme banc de batterie et un énorme jeu de quattro multiplus pour alimenter toutes les charges, quoi. Donc, voilà, quelque chose d'assez flexible et intéressant. Oui, je pense que là, c'est vraiment ce que tu abordes là, c'est vraiment un point très important et c'est vraiment je pense, une application prédominante de SS puisque, comme tu l'as dit, dans les villas, on a souvent des climatiseurs, on a souvent des chauffe-eau, on a des fois des charges qui sont complexes à alimenter, on les met pas sur le système solaire et elles restent en direct sur le réseau, alors que là, avec le système ESS, on peut les prendre en charge au moins en partie et donc diminuer la facture du client, donc augmenter l'impact et augmenter la rentabilité de l'installation solaire Victron. Ça permet aussi du coup cette astuce de faire un petit peu ce que tout le monde recherche, c'est-à-dire d'avoir un banc de batterie qui n'est pas forcément très très gros, qui est dimensionné par rapport aux charges prioritaires qu'on va vouloir secourir, mais de booster un peu le champ PV en rajoutant par exemple un MPPT et du coup d'avoir un excédent d'énergie solaire qui va pouvoir, quand les batteries sont chargées, qui va pouvoir repartir sur le AC-in et qui va pouvoir couvrir une partie des charges. On pense par exemple à des clients qui climatisent la journée ou alors des pompes de piscine ou différents types d'applications qui sont énergivores et qui vont pouvoir être en partie couvertes ou à 100% couvertes la journée par le système Victron. Donc là, on a vraiment toute la puissance du système ESS qui entre en jeu, quoi. Et donc là c'est vraiment la dernière architecture que je vous présente, c'est en fait pour vous dire que tout est possible. C'est-à-dire que vous pouvez avoir à la fois un convertisseur PV sur l'entrée AC du multiplus qui, lui, du coup, va avoir l'avantage de ne pas être soumis à la règle du facteur 1. Et puis, vous allez pouvoir avoir un convertisseur PV sur la sortie AC du multiplus. Là, l'avantage, c'est de pouvoir produire même en cas de coupure sur le réseau. Et puis, finalement, on aurait quand même un régulateur de charge pour optimiser la charge des batteries et éventuellement réinjecter l'excédent vers les charges prioritaires ou les charges secondaires. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que à peu près tout est possible. On reviendra en fin de formation sur comment choisir, vu qu'on a autant de possibilités. Il y a un moment où il faut déterminer laquelle est la plus intéressante. Mais sachez que tout est envisageable. Alors, je vois, il y a Titouan qui souhaitait poser une question. 2 secondes. Alors, la question, elle est écrite aussi. Est-ce que dans cette configuration-là, le compteur est obligatoire? En fait, ce qui se passe, c'est que si vous mettez pas de compteur dans cette configuration, ces charges-là vont être alimentées vers le réseau. Mais en aucun cas, le multiplus va pouvoir savoir combien d'énergie quelle puissance doit être réinjectée vers les charges secondaires, puisqu'il n'a aucune idée de combien ces charges secondaires consomment. Donc, lui, il va seulement alimenter ces charges prioritaires. Il n'y aura pas de courant qui sera réinjecté vers l'entrée AC pour alimenter les charges. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par exemple, si ici on a 3 kW qui sont demandés par ces charges secondaires et 2 kW qui sont demandés par ces charges prioritaires, si on n'a pas de compteur
le multiplus, lui, il va simplement fournir 2 kW. Si on a un compteur, il va pouvoir fournir 5 kW, donc il va pousser au maximum justement pour tomber à 0 de consommation sur le compteur. Donc on a 2 kW qui vont aller vers ces charges-là et 3 kW qui vont aller vers celle-ci. C'est très dynamique, hein, si ces charges-là montent à 4 kW et que le converteur chargeur ne peut pas fournir plus, à ce moment-là, il y a 1 kW qui sera quand même fourni par le réseau pour compléter la disponibilité du multiplus. Donc, j'espère que ça une question. Peut-être la seule chose qui puisse être faite s'il n'y a pas de compteur, c'est les mêmes systèmes ESS qu'on a vu la semaine dernière. Donc à ce moment-là, la seule chose qui pourra être faite, c'est activer l'injection, autoriser l'injection sur le ACIN, et à ce moment-là, le multiplus le système ESS va faire travailler le MPPT au maximum pour renvoyer un maximum d'énergie en surplus, et après on n'aura aucun contrôle. On ne peut pas savoir si cette énergie reflue vers le réseau ou pas. S'il y a une synchronicité entre les charges non secourues et la réinjection, tant mieux. S'il n'y en a pas, ça repartira dans le réseau. Donc, si on n'a pas le compteur, ça fonctionne quand même, mais on a un contrôle beaucoup moins fin. Et aussi, l'autre intérêt du compteur, c'est aussi quand même de pouvoir mesurer la consommation des charges non secourues. On va le voir un petit peu plus loin, mais du coup, ça c'est un autre avantage d'avoir ce compteur-là. C'est qu'en général, on le met au point de raccordement du client. Et du coup, ça permet de savoir toute la consommation du client, charges secourues et charges non secourues comprises. Donc, c'est aussi un intérêt. Donc, pour répondre à une autre question qui a été posée, si on décide de faire du zéro injection, les charges secondaires seront quand même alimentées. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais, hein, imaginons qu'il y ait 5 kW de disponibles au niveau du multiplus, donc 2 qui vont vers les charges secondaires, 2 qui vont vers les charges prioritaires, 3 qui vont vers les charges secondaires. À ce moment-là, si on décide de ne pas injecter, le multiplus va fournir seulement ce qui est demandé par les charges. Donc, on va avoir seulement 3 kW qui vont aller vers les charges secondaires. Si on décide de faire de l'injection, à ce moment-là, s'il y a de l'excédent disponible, alors le multiplus va produire encore plus pour pouvoir réinjecter vers le réseau. Mais voilà, on peut alimenter les charges secondaires sans faire d'injection vers le réseau lorsqu'on a un compteur. Et peut-être alors des fois on pose quand même la question, je préfère le dire, même si je pense que c'est clair pour vous tous. Quand on parle de compteur numérique, ici c'est pas le compteur électrique, le compteur du distributeur d'électricité, c'est vraiment un compteur à part qu'on pose généralement juste après d'ailleurs le compteur électrique, quoi. Voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, ce qu'on peut faire aussi avec ISS et un compteur d'énergie, c'est avoir un système Victron monophasé sur des charges secondaires triphasées, avec éventuellement un converteur PV triphasé. Et ce qu'on va pouvoir faire à ce moment-là, c'est équilibrer la phase 1 ou diminuer la consommation d'électricité, soit individuellement sur la phase 1, soit en faisant un équilibre sur les 3 phases. Je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et puis, on peut avoir aussi un système triphasé sur des charges entièrement triphasées, c'est-à-dire que les charges secondaires comme les charges prioritaires sont triphasées. Et donc, quand on fait ce type de système, on va avoir une régulation des phases. Et donc là, c'est peut-être le point le plus complexe abordé aujourd'hui et pas forcément le plus simple à expliquer. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc, quand on fait des installations sur des charges triphasées, on va avoir 2 modes de régulation des phases. 2 options possibles. La première option, c'est faire une régulation sur le total des 3 phases. Donc, le système ISS va faire en sorte que la somme des 3 phases, L1 plus L2 plus L3, soit égale à 0 watts. C'est d'ailleurs le mode de régulation par défaut.
Et l'autre mode de gestion, c'est qu'on va travailler sur chaque phase individuellement et faire en sorte, ISS va faire en sorte que chaque phase soit égale à 0 watts. Donc comme ça peut paraître un peu indigeste, donc je vais utiliser des tableaux pour mieux vous expliquer. Donc là, je vais expliquer pour un système monophasé, sur des charges triphasées. C'est ce cas de figure-là, ce premier cas de figure. Donc si on a un total des 3 phases, ISS utilise la batterie pour équilibrer la puissance combinée de toutes les phases à 0 watts. Donc ça veut dire quoi? Si on prend un exemple ici, on a sur la phase L1, on a les charges plus le PV qui au total consomme 100 watts. Sur la phase 2, on a une consommation qui est de 400 watts et sur la phase 3, on a une consommation de 200 watts. Si on utilise la politique ou le mode de gestion sur le total des 3 phases, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sommer la consommation sur les 3 phases. Et donc, le système ISS étant connecté sur la phase 1, je rappelle, il n'y a qu'une seule le système ISS est monophasé. À ce moment-là, le système ISS va réinjecter 700 watts sur la phase 1. Et à ce moment-là, on voit que si on somme la consommation réelle sur chacune des phases, on obtient un total de 0 watts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la phase 1, on va injecter 600 watts vers le réseau. Sur la phase 2, on va continuer de consommer 400 watts. Sur la phase 3, on va continuer de consommer 200 watts, et ce qui fait un total de 0 watts. Donc, ce principe fait qu'on réinjecte sur la phase 1, mais qu'au total, on arrive à équilibrer les 3 phases pour avoir une somme de 0 watts. Lorsqu'on choisit le mode de gestion individuel, donc par phase, là, on a ISS qui utilise la batterie pour équilibrer seulement la phase 1 à 0 watts. L1 et L2 sont visibles sur l'appareil GX, donc Clément nous montrera, on les voit, on voit leur consommation sur l'appareil GX, mais elles ne sont pas utilisées par ISS. Et donc là, l'exemple est plus simple à comprendre. Si on a donc la phase L1 qui consomme 100 watts, la phase L2 400 et la phase L3 200, donc on a toujours une consommation totale de 700 watts, mais comme on va travailler uniquement sur la phase 1, à ce moment-là, ISS fournit 100 watts sur la phase 1 et on a une consommation sur la phase 1 de 0 watts, mais du coup, ça ne permet pas de couvrir la consommation sur les 2 autres phases, donc on a une consommation totale qui est de 600 watts. Donc ça, je le répète, c'est pour un système monophasé sur des charges secondaires triphasées. Maintenant, si on a l'inverse, c'est-à-dire, enfin pas l'inverse, mais l'ensemble du système qui est triphasé, c'est-à-dire les charges prioritaires comme les charges secondaires qui sont triphasées, et donc on a un système Victron triphasé connecté en parallèle sur des charges secondaires triphasées. On a toujours les 2 politiques de gestion des phases. Et donc, dans le premier cas où on va travailler sur le total des 3 phases, ISS utilise la batterie pour équilibrer la puissance combinée de toutes les phases à 0 watts. Ça veut dire quoi? Si on prend un exemple ici, donc là, on aurait sur la phase 1 la consommation plus la production des PV qui serait égale à moins 1300 watts, c'est-à-dire que on pourrait injecter, on a 1300 watts d'excédent qui peuvent soit servir à charger les batteries, soit être injectés sur le réseau. Sur la phase 2, on consomme 200 watts. Sur la phase 3, on consomme 200 watts aussi. Donc, on a un total, on a un surplus d'énergie qui est égal à 900 watts. On a 900 watts d'énergie disponible, enfin de puissance disponible, pardon. Sur ce que va faire ISS, c'est qu'il va travailler sur la phase qui produit de l'énergie et utiliser cette phase-là pour consommer l'ensemble de l'énergie disponible. Donc, il va tirer 900 watts sur cette phase-là, 0 watts sur aucune des 2 autres phases. Et donc, en faisant ça, on se rend compte qu'on arrive à une consommation, enfin une production de 400 watts sur la phase 1, consommation de 200 watts sur la phase 2, une consommation de 200 watts sur la phase 3. Et du coup, le total est égal à 0 watts.
Donc, on a bien une somme des 3 phases qui est égale à 0 watts. Pour mieux comprendre cette politique, ça vaut peut-être le coup que avant de poser les questions, que Clément le réexplique, d'expliquer le mode de gestion inverse, où là, on aurait une régulation par phase. Donc, ISS tente de compenser chaque phase individuellement. Donc, ce qui se passerait dans ce cas-là, c'est que, comme sur L1, on produit 1300 watts, ISS va utiliser ces 1300 watts pour charger les batteries. Donc, on a une consommation de 0 watts sur le compteur sur la phase L1. Sur la phase 2, on a une consommation de 200 watts. Donc, ISS va fournir 200 watts pour couvrir les charges. Donc, on a aussi une consommation de 0 watts. Et sur la phase 3, on a une consommation de 200 watts. Donc, ISS fournit aussi 200 watts pour avoir un total de 0. Donc, le total est toujours égal à 0 watts. Le problème de ce mode de gestion, c'est que c'est ni optimal ni efficace, puisque sur la phase 1, le multiplus de la phase 1 va charger les batteries, alors que le multiplus de la phase 2 va être déchargé. Donc, en fait, vous allez avoir l'énergie qui va arriver, on dit simplement, on dit de manière un peu familière, qui va arriver sur le bus d'essai par la phase 1 et qui va ressortir du bus d'essai par la phase 2. Donc, vous utilisez du courant le même courant pour charger les batteries et pour le décharger. Et donc, ça, c'est très peu efficace puisque vous allez avoir des pertes au moment de la charge et vous allez utiliser cette même puissance pour décharger les batteries et avoir à nouveau des pertes au moment de la décharge. Donc, on a quelque chose qui n'est pas très optimal. Le seul avantage, peut-être, c'est que ça permet de ne pas injecter d'énergie sur le réseau. Alors, peut-être que Clément, tu veux le reformuler différemment. Oui, de toute façon, c'est un concept un petit peu délicat, un petit peu complexe. Mais en fait, le principe quand on est dans l'équilibrage individuel des phases, c'est qu'en fait les 3 convertisseurs qui sont branchés sur le jeu de barre en DC, sur le bus DC, vont utiliser le bus DC pour se transférer de l'énergie l'un avec l'autre. Donc en fait, l'énergie va pas passer par les batteries ne vont pas prendre de courant ni en fournir, mais en fait l'énergie va passer dans le bus DC. Donc il y aura 1 ou 2 convertisseurs qui vont envoyer de l'énergie et il y en aura les autres restants vont en prélever sur le bus DC. Donc on va quand même avoir pour pouvoir équilibrer les phases. Donc si la phase 1 est excédentaire et la phase 2 et 3 sont déficitaires, le convertisseur qui est sur la phase 1 va envoyer de l'énergie sur le bus DC et les convertisseurs qui sont sur la phase 2 et 3 vont en prélever. Et donc, évidemment, vous comprenez bien qu'il y a une conversion puisque le convertisseur 1 va charger et le convertisseur 2 et 3 vont onduler et donc, au passage, il va y avoir des pertes. Et évidemment, c'est moins efficace. Donc, c'est plus simple de faire l'équilibrage des phases à travers le réseau. C'est la configuration de gauche où on va avoir une phase qui injecte de l'énergie et 2 phases qui en prélèvent, et en fait, elles se compensent l'une l'autre. Merci Clément pour la reformulation. Très bien, je vous propose de continuer et je vais laisser la parole à Clément pour parler des compteurs. Oui, donc là, on va aborder un petit peu plus en détail le compteur, parce que c'est quand même la grosse spécificité en fait, qui par rapport au webinaire de la semaine dernière, on était resté sur des installations où on n'avait pas introduit le compteur. Là, je pense que vous avez bien vu que en introduisant le compteur, ça démultiplie les possibilités des systèmes ESS et on voit bien l'intérêt que ça peut avoir. Donc, le compteur d'énergie, donc ça y est, on l'a vu, la position. Donc vous avez différents types de compteurs qui sont disponibles. On va voir un petit peu lesquels sélectionner suivant les configurations et les projets. Et en fait, on le voit là à travers la capture d'écran du Vénus. En fait, à partir du moment où on utilise le compteur, en fait, on va avoir 2 charges qui sont distinguées au niveau de l'affichage. Les charges CA qui sont en fait les charges non secourues, les charges secondaires, et les charges critiques, qui sont les charges prioritaires ou les charges secourues. Et donc, en fait, on le voit aussi à travers la représentation, les charges secondaires
sont en vert et sont directement reliées sur le réseau, alors que les charges critiques transitent à travers l'onduleur. Donc l'intérêt de ça, c'est que le client, l'utilisateur, va pouvoir en fait distinguer combien il consomme sur chaque partie de son installation. Et nous aussi, en tant que professionnels et installateurs, ça nous permet de savoir un petit peu comment le client utilise son énergie et aussi d'affiner des réglages. Donc ça c'est une spécificité additionnelle du compteur intelligent. Alors bon, là on l'a déjà vu, hein, mais en fait du coup juste pour synthétiser en quelques points, le compteur, donc ça permet de déporter le point de raccordement au réseau. Voilà, on n'est pas obligé de le mettre au point de raccordement au réseau. On peut le mettre au niveau d'une grande installation. Si on a une très grande installation électrique, on peut le mettre juste sur un point de l'installation. Mais du coup, distinguer un circuit secouru et un circuit non secouru. Donc ça, c'est intéressant. Comme je l'ai dit aussi, ça permet de mesurer les deux. Et puis, ça permet de contrôler l'injection ou la non-injection au niveau de ce compteur. Donc, ça devient le point, la tête de l'installation. Donc, les compteurs d'énergie, il y en a plusieurs qui sont disponibles chez Victron. En fait, ces compteurs-là, c'est pas nous-mêmes qui les fabriquons directement, c'est des compteurs Carlo Gavazzi. Et en fait, on stocke chez nous. Vous pouvez les commander directement chez nous. Tous les modèles qui sont en bleu, donc les quatre modèles qui se trouvent sur la gauche. Donc le premier modèle est un modèle monophasé qui peut aller jusqu'à 100 ampères. Donc ça couvre 99% des cas où on utilise du monophasé. Et après, on a des convertisseurs en triphasé, certains avec un affichage, d'autres sans affichage. Et qui sont tous limités à 65 ampères par phase. Donc là, ça peut être un facteur limitant dans certains cas de figure pour certains projets de grande envergure. Nous, dans ce cas-là, en fait, il y a le modèle qui se trouve tout à droite, que nous ne commercialisons pas à Victron, mais c'est un modèle dont la référence est indiquée là chez Carlo Gavazzi. Donc chez des distributeurs Carlo Gavazzi, vous pouvez les commander. Et le gros intérêt, c'est que vous allez pouvoir utiliser des transformateurs de courant. Donc, c'est le standard industrie, hein, avec une sortie 5 ampères. Et du coup, vous allez pouvoir quasiment sans limite, en fait, mesurer des courants de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'ampères. Donc, c'est intéressant de savoir que ce compteur existe. Étant donné qu'il est très, très rarement utilisé, nous, on ne le stocke pas, mais vous pouvez en tout cas le trouver dans le commerce. Et puis après, au niveau des standards de communication, il y a différents standards. Les 3 premiers compteurs sur la gauche utilisent le RS485. On va voir un peu plus loin comment on les connecte. Et puis après, le compteur EM24 est intéressant du point de vue où il utilise le protocole Ethernet pour communiquer avec un appareil GX. Donc ça peut être intéressant dans pas mal de cas de figure. Ça aussi, on va le voir sur la diapo suivante. Donc voilà un exemple de câblage avec un compteur monophasé. Le compteur monophasé se met en tête d'installation et puis donc on protège avec un disjoncteur au niveau du neutre. En fait, la connexion au neutre sert juste à alimenter le compteur. Il n'y a pas de puissance qui passe à travers le neutre, donc on protège juste avec un petit fusible. Et puis après là, on voit sur le schéma la puissance. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir câbler le compteur et gérer l'injection et la non-réinjection en tête d'installation. En fait, je me rends compte que sur ce schéma, on l'a choisi vraiment en dernière minute ce matin. On voit pas les charges secondaires. Il n'y a pas de souci, c'est vrai. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que votre compteur, il est en tête de tableau de distribution. Et ensuite, vous allez avoir différents circuits, des circuits qui sont connectés directement en sortie du compteur et des circuits qui sont connectés en sortie du multiplus. Le multiplus étant connecté lui aussi directement sur le compteur. Peut-être que le schéma suivant est aussi un peu bizarre, mais il permet de mieux comprendre. En tout cas, Clément, je te laisse. Oui. Donc là, on est sur un cas d'une installation en triphasé avec le compteur EM24 en tête d'installation.
Et après, juste en aval du compteur, on va avoir un peigne ou un répartiteur sur lequel on a différents circuits qui sont connectés. Donc, il y a le circuit où est connecté en gros le système ESS en triphasé avec les 3 multiplus. Et après, en aval des multiplus, sur le AC out, on a les charges secourues, UPS loads. Ensuite, on a un autre circuit qui est le circuit non prioritaire, donc les charges secondaires ou les charges non secourues. Et puis enfin, on a un troisième circuit qui est branché en triphasé où là, on a le convertisseur PV. Et donc tout cet environnement qui est branché sur la distribution et sur le circuit électrique va fonctionner en système ESS tel qu'on l'avait présenté auparavant, avec le compteur électrique en tête. Donc là, ce qu'on voit, c'est peut-être pas très clair, mais le boîtier qu'on voit là, c'est le disjoncteur principal de chacun des circuits. On n'a pas les disjoncteurs secondaires sont pas représentés, bien sûr, mais c'est pour vous donner. Et donc là, on a 3 circuits qui sont en parallèle les uns aux autres. Et donc en fait, quand en fonctionnement où par exemple on a un surplus. En fait, quand le solaire photovoltaïque va produire de l'énergie, donc l'énergie va passer vers les charges non prioritaires et les charges prioritaires. Et si à un moment il y a un surplus et que l'énergie commence à refluer vers le réseau, le compteur va l'indiquer au color control. Bon, là, c'est un ancien schéma, donc maintenant ce serait plutôt un serbo GX. Et le serbo GX va indiquer au multiplus de charger les batteries en égale proportion à la puissance qu'il y a en surplus. Donc, comme le disait Johan, c'est un système qui est totalement dynamique et qui permet du coup de stocker ce surplus d'énergie et après de le restituer normalement dans la soirée, mais ça peut être aussi à un autre moment. Anko, je vois que tu veux faire un commentaire, on t'écoute. Est-ce que vous parlez aussi de choisir pour le RS485 ou le Ethernet? Quelles sont vos opinions? On va expliquer les différentes possibilités, et puis après, si tu veux donner ta préférence, tu seras le bienvenu. Oui, parce qu'en fait, je vois que le Ethernet marche bien, mais aussi le RS485 marche très bien. En fait, moi, je préfère le RS485 dans plusieurs installations quand le compteur est plus proche de le serbo GX que 5 mètres. La raison pour ça est qu'il est toujours directement connecté. L'informatique est vite et toujours disponible. J'ai vu certaines installations où les gens ne maîtrisent pas très bien le réseau local, où il y a un problème de routeur. Et dans ce cas, on perd la communication par Ethernet. Donc, où possible, moi je préfère le RS485. Justement, Clément va expliquer les différentes. Oui, voilà, en fait, ça y est, on est rentré vraiment dans le vif du sujet. C'est ça, en fait. Vous l'avez compris, on a deux standards de communication sur les compteurs. Le RS485 qui est converti en fait en USB et l'USB est directement branché dans l'appareil GX. Alors on a des câbles, là c'est des câbles que vous pouvez trouver chez Victron, qui font des longueurs de 1 mètre ou de 5 mètres. A priori, ça peut être allongé jusqu'à 20 mètres. Bon, là, c'est l'information en tout cas qu'on a vérifiée tout à l'heure. Et comme le disait Anko, l'avantage de ce protocole de communication, c'est qu'il est très fiable et très réactif. Étant donné que le RS485 communique directement avec l'appareil GX, la réactivité du système de régulation ESS est très bonne. Si on est sur une application où il y a un peu de distance, en fait, on peut utiliser un convertisseur Zigbee. Donc, en fait, on passe du RS485 sur le Zigbee en sans fil et après, on repasse du Zigbee sur le RS485 pour arriver après en USB sur l'appareil GX. Donc c'est un petit peu compliqué, mais le gros avantage, c'est qu'en étant en sans fil, on peut s'affranchir de pas mal de contraintes sur certains projets, par exemple, où le point d'installation du compteur va être distant du point où on a notre installation Victron ESS ou au moins l'appareil GX.
Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, comme le disait Anko aussi, on a l'autre possibilité, c'est d'utiliser le compteur triphasé EM24 avec le Ethernet. Donc l'avantage de ce système, c'est qu'on va directement en fait connecter avec un câble RJ45 ce compteur EM24 sur le routeur et sur le LAN en fait de l'installation du client. Et l'appareil Cerbo GX va pouvoir récupérer les informations sur ce LAN. Donc là, on s'affranchit d'énormément de contraintes puisqu'on peut avoir le point d'installation du compteur qui est vraiment distant. On n'a pas besoin de câbler en direct, mais comme le disait Anko, ça peut aussi poser des problèmes. Par exemple, quand on a un réseau LAN qui n'est pas fiable, on peut avoir des pertes de communication entre le compteur et le cerveau, et vous comprenez bien du coup que ça peut créer des complications sur la fiabilité du système, surtout si on veut s'assurer qu'on n'a jamais de réinjection. Voilà. Je ne sais pas si Anko, tu voulais compléter un petit peu là-dessus. Non, je pense que c'est très complet. Le DTK, le Wi-Fi, là, je n'ai pas utilisé beaucoup plus que 15 mètres, donc je n'ai pas d'expérience. Si ça va fiablement jusqu'à 30 mètres, ça passe dans mes expériences au maximum 3 murs. Ça, c'est normal pour le signal Wi-Fi. Parce qu'en fait, c'est un signal de 2,4 GHz, donc c'est comme le Wi-Fi. Donc, si c'est un peu loin, moi aussi, je prends le Ethernet. Je viens de faire un projet avec un compteur à 60 mètres. Donc, j'ai pas mal essayé dans l'industrie les rallonges Wi-Fi pour RS485, mais ça, c'est un casse-tête. C'est rarement que ça marche bien. Donc, dans ce cas, c'est vraiment mieux de faire un réseau local en Ethernet. Sur le Zigbee, c'est aussi un protocole qui est utilisé par certains fabricants de lampadaires solaires pour que les lampadaires communiquent les uns aux autres. Et même sur cette industrie-là, on voit que c'est pas très fiable. Donc là, évidemment, on est sur des contraintes moins importantes que dans le cas des lampadaires. On a juste un receveur, un envoyeur, et bon, je pense que si on est sur 10, 20 mètres avec pas trop de murs, ça va, mais dès qu'on aurait quelque chose avec plus de distance ou plus de contraintes, ce serait pas forcément adapté non plus. Et du coup, il nous reste la connexion LAN, quoi. Voilà. Donc en fait, la conclusion un petit peu de tout ça, c'est si vous avez la possibilité du coup d'avoir le système ESS, c'est-à-dire les batteries, convertisseurs, etc., qui sont installés relativement proches de la tête de l'installation et du compteur, c'est préférable pour éviter justement d'avoir à passer sur du Zigbee ou d'avoir à passer sur du Internet et peut-être avoir certaines complications. Donc si au moment du design du projet, vous pouvez le faire, c'est préférable de faire ça. Enfin, il y a un dernier point qu'on peut couvrir, une dernière application, c'est en fait d'utiliser un transformateur de courant. Donc c'est un accessoire que vous pouvez trouver aussi chez Victron et qui est avec une prise jack. En fait, on vient directement le brancher. Donc ça, c'est seulement pour les Multi+2. Et en fait, c'est une application très très spécifique. C'est-à-dire que l'entrée AC-in par défaut en usine sur les Multi+, elle se situe à l'intérieur de l'appareil. Donc c'est là que se fait la mesure de courant. Mais à partir du moment où on va brancher cet accessoire, ce transformateur de courant déporté, donc le câble est pas très long, ça fait 1 mètre à 5 mètres. On va aller déporter en fait la mesure AC-in à cet endroit. Donc en fait, ça va être utilisé seulement dans des cas où on n'utilise pas la sortie AC-out, puisque du coup, si on a par exemple des charges qui sont branchées sur le AC-out, le système là tel qu'il est présenté ne pourra pas faire la distinction entre les charges secourues et les charges non secourues. Donc ça peut apporter des confusions puisque les charges non secourues, on pourrait croire qu'elles sont alimentées sur batterie. Donc voilà, c'est vraiment un cas très spécifique, mais si à un moment vous en avez l'application, l'intérêt c'est que c'est un compteur qui est très très simple d'installation. On a juste à le brancher et à le clipser sur le câble, et c'est aussi très économique parce que ça coûte moins cher qu'un compteur. Ce que j'ai fait exprès d'utiliser un Multi+2 GX là pour le coup, parce que c'est encore plus optimisé puisqu'on n'a plus besoin du coup de rajouter un Cerbo GX forcément. La fonction GX
Donc, la fonction ESS est directement intégrée au multiplus, quoi. C'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit la semaine dernière, mais tout appareil GX, que ce soit le Easy Solar ou les multiplus GX, sont bien évidemment intègrent l'ensemble du protocole du système d'exploitation Venus OS et donc peuvent tout à fait fonctionner en ISS. Donc là-dessus encore, juste pour vraiment compléter le propos, là on n'utilise pas la sortie AC out, donc il faut quand même voir que sur nos marchés africains, c'est quand même quasiment jamais le cas. On a toujours besoin de sécuriser des charges sur l'entrée AC out. C'est quand même l'intérêt d'avoir des batteries. Ce type d'application qu'on voit actuellement, c'est plutôt des applications qu'on retrouve en Occident sur des installations où le réseau est extrêmement fiable et on a peut-être moins d'1 minute de coupure par an. Donc c'est quand même, on le présente, mais c'est très très peu probable qu'il y ait des applications de ce type-là. Voilà, je te laisse continuer, Clément. Je trouve que ça cool. Oui, donc juste en fait sur les configurations, on l'a déjà vu la semaine prochaine. Donc là, on va juste faire une repasse, on va balayer assez vite. On va juste à la fin focaliser sur les concepts qu'on a introduits aujourd'hui. Donc, comme on l'avait dit la semaine dernière, en fait, la première chose à faire, et c'est un automatisme de toute façon qu'il faut adopter, pas seulement pour les systèmes ESS, mais même généralement sur tous les nouveaux systèmes quand vous faites la mise en service. Surtout maintenant avec Victron Connect, c'est fait en une dizaine de minutes et c'est extrêmement simple. Mettez à jour tous les firmware, donc le convertisseur, le MPPT et le GX. Et puis ensuite, vous faites le paramétrage en parallèle et en triphasé. Et après, troisième étape, vous intégrez du coup. Alors vous allez vous connecter avec VE Configure, puisque là vous pouvez pas le faire avec Victron Connect. Vous allez vous connecter avec Victron Configure sur l'appareil VE Bus. Puis vous allez paramétrer tout ce qu'on a vu la semaine dernière, donc le code réseau, les configurations de charge, et puis bien sûr après vous intégrez l'assistant. Sinon, sans assistant ESS, le système ne fonctionnera pas. Et puis, vous paramétrez l'assistant avec tous les concepts qu'on avait introduits la semaine dernière. Une fois que vous avez terminé, donc il faut choisir aussi s'il y a un convertisseur PV ou non. Activer la variation de fréquence, ça c'est très important, puisque si votre convertisseur PV est sur la sortie AC de l'onduleur, c'est lui qui devra gérer le convertisseur PV au moment où il y a une coupure ou un délestage. Donc, il faut évidemment que la variation de fréquence soit opérationnelle. Si c'est pas le cas, ça peut apporter des problèmes importants. Du coup, si le convertisseur PV est sur l'entrée AC du multiplus, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'activer la variation de fréquence. Donc, c'est vraiment que si le convertisseur PV est sur AC out. Ensuite, donc si vous avez un convertisseur PV, du coup il faut le paramétrer en mode bus. Ça aussi on l'a vu la semaine dernière. Donc on rappelle encore, il y a que trois marques de convertisseurs qui sont compatibles. C'est Fronius, ABB qui est maintenant devenu Fimer et SolarEdge. Et puis ensuite, une fois que vous avez mis l'assistant dans l'appareil VE Bus, vous allez avoir au niveau de l'appareil GX, dans le menu ESS, vous allez avoir accès à tout un tas de paramètres. Donc on les a déjà vus la semaine dernière. Peut-être on va focaliser un petit peu plus sur le paramétrage du compteur. Donc oui, tous les paramètres ISS qu'on a vus la semaine dernière en fait restent, c'est-à-dire que les concepts qu'on a vus. Les différentes possibilités restent exactement les mêmes. Hein. En fait, le menu ne change pas du tout puisque le mode opératoire reste identique. C'est juste qu'on déporte la mesure du courant en tête d'installation et elle ne se fait plus au niveau de l'entrée AC du multiplus. Donc, la seule chose qu'il va falloir vérifier, c'est que où est-ce qu'on fait la mesure du réseau. Eh ben, on va choisir un compteur externe, hein, celui qui sera connecté au cerveau GX. Et puis, on avait dit, on a parlé de régulation de phase dans les systèmes où on aurait soit un ISS monophasé sur des charges secondaires triphasées, soit un ISS triphasé avec l'ensemble des charges triphasées. Et donc là, on va pouvoir choisir un mode de régulation des phases.
Donc, on l'avait dit, l'optimiser, c'est total de 3 phases. Néanmoins, avec un risque de réinjection sur le réseau, si on fait par phase, on aura un mode de gestion différent avec peut-être une efficacité moins importante, mais pas de réinjection. Donc, je vais quand même choisir le mode optimisé. Voilà. Avec une petite explication qui vient au moment du choix de la règle de gestion. Donc les minimums SOC, tout ça, c'est exactement le même fonctionnement que la semaine dernière. Il n'y a rien qui change vu que l'intelligence ISS reste identique. Les limites de charge, les limites de conversion, c'est pareil. Donc tout le reste est identique à ce qu'on a vu la semaine dernière, donc je ne vais pas le représenter. Quelque chose auquel il faut faire attention, c'est aller vérifier que le compteur d'énergie est bien configuré. Donc pour ça, c'est juste le chapitre en dessous de ISS dans le menu. Et donc là, évidemment, il n'en repère pas. Mais normalement, vous verriez apparaître le compteur. Et s'il n'apparaît pas, je pense que tu l'as dans la présentation. Oui, exactement. Donc je vais repartager mon écran. Vu que tu avais tout prévu. Voilà. Donc si vous êtes donc s'il y a un compteur numérique qui est connecté sur votre Cerbo GX ou votre Color Control, il apparaît dans Energy Meter et quand vous cliquez sur ce compteur, vous pouvez lui assigner un rôle. Alors en fait, on l'a pas dit, mais on peut utiliser les compteurs pour mesurer la production de convertisseurs PV qui ne seraient ni Fronius, ni SolarEdge, ni SMA, ni ABB. Mais là, c'est pas l'objet de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, le rôle, c'est forcément celui de grid meter. Et puis, on va pouvoir définir s'il est triphasé, monophasé. Normalement, ça se fait de manière automatique et il n'y a pas grand-chose à faire, sauf si vous utilisez éventuellement Ethernet. Là, il y a éventuellement des paramètres à régler sur l'adresse IP, etc., qui sont par défaut, normalement, ça doit fonctionner, mais il peut arriver que ça ne soit pas calé, donc vous ayez à faire quelques modifications. Tout ça, c'est très bien expliqué dans le manuel du compteur EM24 Ethernet, donc je ne vais pas y revenir maintenant. C'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit plus haut, mais on vous a donné un lien juste ici, qui est le lien vers tous les manuels des différents compteurs d'énergie qui sont compatibles avec les systèmes Victron. Et sur chacune de ces pages, il y a le détail par type de compteur et c'est très bien expliqué. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas non plus rentré trop dans le détail. N'hésitez pas à visiter cette page et vous verrez les détails de connexion, de configuration, etc. Voilà. Johan, désolé, je te coupe un peu. En fait, ça me fait penser à quelque chose là par rapport au compteur. Ça peut être une astuce que certains installateurs font, c'est que sur site, en fait, ils déploient un Cerbo GX avec un compteur pour pouvoir mesurer chez le client en fait sa consommation d'énergie. Et après avoir fait l'audit énergétique, ils vont proposer un dimensionnement et du coup intégrer des composants Victron adaptés aux besoins du client. Le Cerbo GX et le compteur étant déjà sur place, ça fait une continuité dans le projet. Donc ça peut être intéressant peut-être dans certains cas de faire ça. Ouais. Non, exactement. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs distributeurs installateurs qui font ça. Ils utilisent le Cerbo GX plus un des compteurs là, comme Datalogger. En fait, ça coûte moins cher. Déjà, un Datalogger, c'est au moins 1 000 €, alors que si vous utilisez un Cerbo GX avec un EM24 ou un ET112, vous allez pouvoir globalement faire à peu près la même chose. Alors, ce ne sera pas aussi précis, notamment sur la mesure des courants réactifs, etc. Mais vous allez déjà avoir un bon aperçu des profils de consommation. Et s'il n'y a pas d'Internet localement, vous pouvez simplement mettre une carte SD dans le Cerbo GX
récupérer des données a posteriori. Un autre intérêt, c'est que ça permet au client de lui installer l'application sur son téléphone. Donc, il va déjà avoir un œil sur sa consommation d'énergie. Donc, ça va déjà le mettre dans un état d'esprit et dans une approche où il va commencer à savoir combien il consomme, surveiller combien il consomme, comprendre. Et aussi, ça peut augmenter du coup les chances de lui installer un système solaire puisqu'il va être plus impliqué dans le projet. Et en plus, il aura déjà pris goût à la supervision Victron VRM. Quand on y a pris goût, après, on aime bien continuer à l'utiliser. Exactement. Donc normalement, sous vos yeux, vous voyez la page qui décrit l'ensemble des compteurs. Voilà, ça explique un peu ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Et puis si vous cliquez sur n'importe lequel de ces compteurs, vous allez trouver tous les détails techniques sur la connexion, sur la configuration avec Zigbee ou pas Zigbee, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter cette page si vous êtes en train de faire une installation ISS avec compteur. Je pense qu'on arrive à la dernière partie de notre formation. Donc la configuration, on n'a pas dit grand-chose de plus parce que finalement, ça revient exactement au même. C'est juste qu'on a le compteur en plus et éventuellement la gestion multiphase. Et donc, ce qu'on voulait évoquer avec vous pour conclure, c'est surtout sur les dimensionnements du système, puisqu'on l'a vu, il y a énormément de possibilités. On peut faire beaucoup d'architectures différentes et donc il y a un moment où on peut éventuellement s'y perdre sur quel est le choix optimal en fonction de notre installation ou de notre site. Donc quelques éléments qu'on peut donner. Tout d'abord sur la puissance du multiplus. Alors quand on a un multiplus sur lequel sont connectées des charges prioritaires, évidemment il faut que la puissance du multiplus et du banc de batterie qui t'accompagne permettent de couvrir l'appel en courant de ces charges. Donc on est sur des règles de dimensionnement classiques. Et évidemment, si vous souhaitez aussi injecter du courant vers les charges secondaires, il faut dimensionner le multiplus en fonction pour qu'il puisse d'une part alimenter les charges prioritaires et éventuellement permettre d'autoconsommer sur les charges secondaires. Il faut que le multiplus soit suffisamment puissant. Voilà, comme l'a dit Clément aussi tout à l'heure, on peut choisir de diminuer la puissance de conversion du multiplus, mais ça c'est plutôt lié à la dépendance qu'on a par rapport à la capacité du banc de batterie. Donc voilà alors on n'est pas dans cette configuration-là où on a un convertisseur PV qui est sur l'entrée AC, on n'est pas dépendant de la règle du facteur 1, donc on peut avoir un découplage entre la puissance du multiplus et la puissance du convertisseur. Sur la dimension... Ouais, vas-y, Clément. Désolé, une autre chose qu'on n'a peut-être pas assez précisé sur cette architecture où l'onduleur est sur le AC-in, en fait, on peut aussi avoir une grande distance. C'est-à-dire que on peut mettre en fait n'importe où on veut, on peut installer les multiplus ou les quattro qui vont stocker l'excédent d'énergie solaire du moment qu'ils sont branchés juste sur la même installation électrique et en aval du compteur. Donc ça aussi, ça peut être aussi un intérêt dans certains cas. Donc sur la dimension du stockage, la logique elle est par rapport au taux d'autoconsommation que vous souhaitez avoir et puis sur l'autonomie sur les charges prioritaires. Donc si vous voulez par exemple une autonomie de 5, 6, 8, 10 heures sur les charges prioritaires, il va falloir dimensionner votre banc de batterie en fonction. Et puis aussi par rapport à l'excès de production de vos champs solaires pour pouvoir redistribuer cet excès de production en soirée ou au moment où la disponibilité du solaire est moins importante. Il faut prendre en compte ce facteur-là pour dimensionner votre banc de batterie. Donc un banc de batterie très petit coûte évidemment moins coûteux. En revanche, l'impact sur la facture d'électricité sera moins élevé. Et inversement, un banc de batterie
plus grand permettra d'autoconsommer. Alors évidemment, on y reviendra, hein, si le solaire est suffisamment puissant aussi, vous permettra d'autoconsommer plus et donc aura un impact plus important sur la facture d'électricité. Et ce qu'on dit toujours, hein, aussi, c'est que le banc de batterie ne peut pas se dimensionner sans faire attention à la puissance des charges qu'on alimente et donc la puissance des multiplus. C'est un peu plus simple avec du lithium où on a des courants de décharge qui peuvent être très élevés, mais globalement, il faut faire attention à ce que la capacité du banc de batterie et la puissance du multiplus soient relativement équilibrées pour ne pas avoir des courants de décharge qui seraient trop importants par rapport à la capacité du banc de batterie. Donc généralement, sur un banc de batterie au lithium, on a un courant de décharge qui peut aller jusqu'à 0,5 C, donc 0,5 fois la capacité du banc de batterie. Sur un banc de batterie plomb, on est plutôt de l'ordre de 0,3 C, voire 0,1 C. Donc faites attention à ces facteurs-là. Donc sur la position du PV, donc ça c'est des choses qu'on a déjà expliquées, hein, ça dépend de un peu ce que vous souhaitez faire. Si vous avez par exemple, si on prend l'exemple d'un site tertiaire ou d'un site commercial où on a principalement une forte consommation en journée, on a quelques coupures mais qui sont pas très fréquentes et on veut seulement prioriser une partie des charges. À ce moment-là, on peut avoir un gros champ PV sur l'entrée AC du multiplus, je sais pas, par exemple 30 kW ou plus, hein, et un multiplus qui serait l'avantage de mettre le convertisseur PV sur l'entrée AC, c'est qu'on va avoir un multiplus qui n'a pas besoin d'être plus grand en puissance que c'est des convertisseurs PV, et donc on va pouvoir avoir un petit multiplus, par exemple de 5 kVA, qui va seulement alimenter quelques charges. Le désavantage, on l'a dit, c'est qu'en cas de coupure, ce convertisseur PV-là va s'arrêter et ces charges secondaires vont aussi se désactiver. Donc, l'autre option, c'est de mettre le convertisseur PV sur AC out, mais là, on se retrouve contraint par la règle du facteur 1. Ce que nous, on aime bien, c'est toujours mettre une partie du PV sur des régulateurs de charge MPPT. Ça permet de charger les batteries de manière plus optimum, sans trop de pertes. Et surtout, si vous souhaitez adresser une consommation de nuit, il est largement préférable de dimensionner ou de produire, d'avoir une production solaire pour fournir cette consommation de nuit qui se fait au niveau du bus DC, donc au niveau avec des MPPT. Anko ? Oui, en fait, je ne sais pas où on va en ce moment, mais j'aime témoigner que le ESS marche de plus en plus très bien aussi sur les réseaux moins fiables comme à Bamako ou à Burkina. Dans le mois passé, on a mis plusieurs systèmes regardés qui sont déjà sur ESS ou de nouveaux systèmes sur ESS. Il y a quelques slides ago, en VE Configure, il y a une chose que j'ai vue qui est importante. Quand les gens ajoutent le groupe sur AC1.2, il faut désactiver comment dire ça en français? Le LOM, voilà. Ouais. Et ça, c'est bien écrit chez vous. Et je veux souligner ça parce que la semaine passée, on avait un système qui accepte le groupe pour 1 minute, 2 minutes ou 5 minutes. Et l'installateur ne savait pas pourquoi. Simplement désactiver le LOM et tout était bien. Le système marche bien en ESS sur réseau et de temps en temps, ça marche sur le groupe. Mais chaque fois, il négligeait le groupe. Donc, c'est là-bas le LOM détection AC input 2. Si c'est une installation de 3 fois 15 kVA, donc 45 kVA avec un groupe de 25 kVA. Et souvent, si le groupe est plus petit que les quattro, dans ce cas, c'est mieux de désactiver cette option. En effet. Et en plus, j'ai une autre chose de ESS. J'ai maintenant, depuis quelques années, aussi testé de plus en plus ESS sur des autres grands systèmes. Imagine est-ce que tu veux en parler? Non, pas du tout. Non, je pense pas. C'est trop à la marge et c'est pas encore recommandé par Victron. Donc on
n'a pas de support là-dessus. Donc, je préfère qu'on en parle pas. Je peux juste dire qu'avec le logiciel d'aujourd'hui, c'est stable. D'accord, intéressant. Yeah. Écoute, quand ce sera officiellement recommandé par Victron, on parlera des choses magiques que tu arrives à faire avec, mais pour le moment, on garde ça pour plus tard. Oui, donc ce qu'on n'a pas du tout représenté sur ces schémas, c'est qu'on peut en effet rajouter un groupe, si on a des quattros sur l'entrée AC IN 2. Par contre, ce qu'on j'ai vu, on m'a déjà contacté par rapport à ça, quelqu'un qui avait mis en fait un inverseur de source en amont ici avec d'un côté le réseau et de l'autre côté le groupe. Ça marchait pas très bien, tout simplement parce qu'il était obligé d'activer le LOM sur l'entrée AC IN 1 pour des raisons de sécurité. Et du coup, quand on passait sur le groupe, le multiplus n'acceptait pas le groupe. Et donc, on se retrouvait dans une situation un peu bloquée. Donc, si vous avez un groupe, il doit être connecté sur l'entrée AC2 du multiplus. Et donc, forcément, il alimente que la partie charge prioritaire. Voilà. Donc, voilà. Ce que peut-être pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut vraiment analyser. C'est là qu'on se rend compte de toutes les possibilités offertes par Victron et toute la réflexion qu'on doit avoir en fonction de chaque installation, de chaque site, puisqu'on peut faire énormément de choses différentes et on peut à tout moment optimiser en fonction des besoins du client, du moment où il consomme, de la quantité d'énergie qu'il consomme, de l'autonomie qu'il souhaite avoir, sur quelle charge, etc. S'adapter à son budget, s'adapter à son souhait d'autonomie, de diminution de sa facture d'électricité. Donc, avec toutes les possibilités qu'on vous offre, normalement, vous avez toutes ces solutions vous donnent la possibilité de vraiment vous adapter au mieux aux besoins de votre client et donc de lui fournir l'installation qui répondra le mieux à sa situation. Je pense que le mieux, là, Clément, tu voulais rajouter quelque chose ? En fait, oui. En fait, moi, ce que j'encouragerais les gens qui nous écoutent à faire, étant donné que vous êtes déjà avancé puisque vous êtes là à assister à ce webinaire, c'est de monter un petit système ESS chez vous, dans vos bureaux, dans votre atelier, à la maison, et de commencer à jouer avec un petit MPPT, un petit multiplus. Vous pouvez et un compteur, vous pouvez implémenter des tas de fonctions. Ça permet de se familiariser avec toutes les possibilités. Ça permet aussi de valider le réseau, parce que moi personnellement à Madagascar, j'avais eu des fois des difficultés avec des réseaux qui étaient vraiment très mauvais, des impédances très élevées, avec des fois quelques difficultés. Donc ça permet quand même de bien se familiariser avec le produit et avec le concept, et après du coup de pouvoir le déployer sur des applications commerciales. Donc ce serait peut-être mon conseil, moi personnellement. Ouais, merci Clément, c'est une bonne c'est un bon ajout. C'est vrai qu'on est sur des choses plus complexes, donc avant d'aller les amener directement chez un client, mieux vaut être sûr de les maîtriser et donc d'avoir quelque chose d'un système test dans votre magasin ou dans vos bureaux, c'est toujours. Et peut-être juste si tu peux, j'aimerais juste partager un écran sur un système VRM, ouais, juste pour faire peut-être pour terminer là-dessus. Donc, comme on dit, c'est toujours bien de voir les choses. Et là, par exemple, je sais pas si vous voyez bien l'écran, mais on a un système ESS qui est paramétré en réinjection réseau. Et on voit en fait ici le chargeur MPPT qui est en external control. Et malgré des charges à 268 watts et des batteries qui sont pleines à 100%, on réinjecte 1300 watts sur le réseau. Donc on voit ici clairement qu'on peut en fait transformer un système Victron en un système de réinjection réseau. On peut voir dans les paramètres avancés le fonctionnement. On va avoir des belles courbes de photovoltaïque en cloche, comme on les retrouve sur des installations en réinjection pure dans le réseau. Et on voit ici, par exemple, au niveau du réseau, en fait, l'installation consomme. Là, on a le grid set point. Donc, on a le point réseau. Là, on appelle entre 20 et 30 ou 40 watts. Et par contre, la journée, on envoie beaucoup de puissance
dans le réseau. Donc voilà, c'était juste pour clore et pour montrer un petit peu toutes les potentialités du système ESS, ne serait-ce qu'avec une simple installation Victron basique avec un MPPT et un Multiplus et un Cerbo. Ouais, merci Clément. Intéressant, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à on aurait pu faire montrer plusieurs cas sur VRM. Pendant les questions, je peux peut-être en chercher d'autres. Mais voilà ce qu'on voulait vous présenter pour aujourd'hui. Donc, on va juste conclure ici. Voilà, c'est la présentation qu'on aura. Les deux présentations sur ISS, on aurait pu en faire plus. Il y a des choses auxquelles on n'a pas touché, la fonction DVCC par exemple, qu'on a préféré pas rajouter ici pour ne pas forcément rendre les choses confuses. On fera d'autres installations comme celle-ci réservées aux distributeurs et aux installateurs agréés. Voilà. On espère que ça vous aura été utile, que vous allez peut-être prendre le temps d'essayer ISS si c'était pas encore déjà fait. Et puis, nous, on reste entièrement disponible en cas de questions. Clément, je te laisse aussi donner ton mot de la fin. Oui, ben voilà, c'était. On espère que ça vous aura été utile. Et puis, encore une fois, on vous encourage vraiment à le tester, à jouer avec. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai abordé les systèmes ESS. Et c'était. On apprend quand même pas mal de choses parce que ça bouscule un peu. Ça bouscule un peu dans la logique qu'on peut avoir des systèmes autonomes ou off-grid classiques, où là, le fonctionnement est complètement différent, l'approche est différente. Donc, le fait d'essayer de jouer avec différents réglages, ça permet de bien se familiariser. Et puis après, quand on l'installe chez un client, on est beaucoup plus assuré pour pouvoir dimensionner, pour pouvoir installer, et puis pour pouvoir après suivre le système. Merci. Ok, merci à tous pour votre présence. Merci Anko d'avoir été aussi avec nous aujourd'hui. Et puis, on vous dit à très bientôt.